Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans un des lieux mythiques, la République française. Euh, Merci au We Are de nous avoir invités pour la deuxième année pour parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à Lille et puis particulièrement à nous deux. C'est l'hémodynamique et on est attaché à ça et on a voulu faire un topo à la fois scientifique mais aussi très pragmatique parce que c'est des situations que vous allez voir tous les jours dans votre vie d'anesthésiste et c'est quelque chose de vital pour nos patients. Donc on va faire quelques petites présentations là-dessus. Donc le docteur Max Gonzalez et moi-même Benjamin Constant. Alors une fameuse question que vous allez avoir 250 000 fois durant votre internat, et après j'espère que vous allez aussi la poser, mais pas forcément de la même façon, c'est il a quoi comme tension ton patient? Et bien là, la majorité des cas, qu'est-ce qu'on va dire? Il a 12 de tension. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Moi, je vous le dis, je vous spoil un peu. Non, c'est absolument insuffisant parce que il y a plein de tensions différentes. Enfin, 12 de tension, ça veut tout dire et rien dire hein, quand on parle de la systolique. On voit bien que ce profil de patient n'est pas du tout le même que le suivant, ni que le dernier. Et très clairement, ils ont tous 12 de tension. Donc on ne peut pas se contenter de ça. Il va falloir essayer via ce topo, puis via les lectures, les scènes lectures qu'on va vous conseiller, de progresser dans la démarche hémodynamique pour la prise en charge de vos patients au quotidien. Alors là, on ne parle même pas des patients au quotidien graves, hein. On parle des patients tout venant. On est assez fan de physiologie à Lille, et nous deux aussi, très 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 fans de physiologie, que ce soit chez les patients classiques, les femmes enceintes, etc. Mais il faut revenir à des basiques, quoi. C'est quoi une pression artérielle, quoi? Ben, en fait, il y a plein de choses dans une pression artérielle. Quand vous regardez votre scope, il y a le fameux premier 12 de tension, c'est les 122 de systolique qu'on peut voir ici. Ça correspond ni plus ni moins qu'à une post-charge du ventricule gauche. Ça signifie que ça, pour l'instant. Après, une deuxième composante qui est assez oubliée, c'est la diastolique, là le 58. C'est le reflet, la tonicité de la vasoconstriction de votre arbre artériel, et c'est aussi, ça c'est des choses de médecine que vous avez vues dans les années précédentes, ça correspond aussi à la perfusion des coronaires, ce qui est quand même assez nécessaire pour la vie. Et puis je trouve qu'en termes d'interface, les mecs qui ont inventé nos interfaces actuelles de nos moniteurs, ils ont eu la bonne idée de mettre, je trouve, le chiffre le plus important entre parenthèses, c'est ce qui correspond à la moyenne. C'est ni plus ni moins que la perfusion de tous nos organes. C'est une excellente idée de le mettre entre parenthèses. Si on pousse un peu la démarche de réflexion hémodynamique, on peut essayer, alors c'est vraiment un reflet, se dire qu'en faisant une simple soustraction, on peut avoir une idée un petit peu de comment se passe l'éjection cardiaque et comment se passe au niveau de débit cardiaque notre patient. On va faire très peu d'encarts sur le débit cardiaque parce que ce n'est pas l'objet de ce topo, il nous faudrait l'ensemble de la journée pour parler en long en large de tout ça, mais on va plus se concentrer sur le côté pression. Alors, on a vu la physiologie, comment on fonctionne un petit peu, qu'est-ce que c'est une systolique, une diastolique, une PAM. Mais maintenant, dans notre vie de tous les jours, notre job premier, quand même, c'est d'endormir les gens. Et avec les produits qu'on va utiliser, on va impacter cette physiologie et on va s'intéresser sur ce qui se passe au niveau de la pression artérielle quand on fait une anesthésie générale. Donc du coup, c'est très important pour moi de revenir aux basiques, c'est-à-dire la physiologie. Et en fait, je pense que ça tombe bien que vous commenciez parce que c'est important de prendre cette philosophie très rapidement au cours de votre formation. Réfléchissez et revenez à la physiologie en permanence. En anesthésie, c'est vraiment très important. Déjà parce que ça nous aide à réfléchir et parce que c'est ça qui rend, je pense, nos spécialités assez passionnantes. Et donc du coup, si vous essayez de voir ce que vous faites tous les jours, c'est-à-dire, bon, en tout cas, l'anesthésie générale, sur quelque chose que vous avez tous les jours, c'est-à-dire un scope avec une pression artérielle, eh ben, je trouve que c'est intéressant de revenir sur comment se comporte cette pression artérielle lorsqu'on induit un patient. Donc en fait, comme vous le savez, on a une perte du tonus sympathique du fait des agents anesthésiques et il y a également une inhibition du baroréflexe. Ça va faire que de temps en temps, vous pouvez avoir des patients qui vont être bradycardes, notamment si en plus vous utilisez des morphiniques, notamment à forte dose. Maintenant, on le fait de moins en moins, voire des fois on le fait plus du tout, pour les gens qui n'utilisent plus de morphinique sous anesthésie générale. Mais en tout cas, la bradycardie, c'est une modification hémodynamique qui peut survenir lorsque vous faites une anesthésie générale.
Mais par contre, ça c'est parfois, mais en fait, vous avez toujours une vasoplégie. Toujours, toujours. Et ça, c'est important de le savoir. Et cette vasoplégie, elle se manifeste à la fois sur le réseau artériel résistif, mais également, et on l'oublie souvent, sur le réservoir veineux capacitif. D'accord ? Donc ça, c'est très important de bien dichotomiser les deux. Et vous avez le cœur, bien sûr, entre les deux. Et donc, lorsque vous avez une vasoplégie artériolaire, donc du côté du réseau artériel résistif, vous allez avoir donc une baisse du tonus artériel. Et comme on l'a dit précédemment, les composantes de la pression artérielle qui reflètent le tonus artériel, c'est-à-dire la diastolique et la PAM, forcément, vont baisser. D'accord ? Pas dans les mêmes proportions pour tout le monde, mais elles vont en tout cas avoir tendance à baisser, chez tout le monde. Et l'effet de cette vasoplégie sur le réservoir veineux capacitif, eh bien, tout simplement, vous savez que le retour veineux dépend en fait de la colonne de sang qui fait qu'il va y avoir une pression qui va faire que le retour veineux va revenir au cœur droit. Si vous faites une vasoplégie de ce secteur veineux, pouf, comme ceci, et bien finalement cette colonne de sang elle va faire comme ça. Désolé. C'est très bien la colonne de sang. Hein. Et donc du coup, forcément, eh ben, le retour veineux va être beaucoup moins important. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a moins de retour veineux? Cours de Frank Starling, relation entre précharge et éjection ventriculaire gauche. Et bien forcément, on va avoir une baisse de l'éjection cardiaque. Et comme on l'a dit précédemment, comme la pression pulsée, donc cette différentielle entre la systolique et la diastolique, reflète le volume d'éjection systolique et donc l'éjection cardiaque, vous allez donc avoir très souvent une baisse de cette pression pulsée. Et ça, franchement, on ne la regarde pas beaucoup au début. C'est pour ça que c'était important pour nous de faire ce petit laïus. Et donc du coup, quels sont les objectifs péropératoires de pression artérielle? Donc grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2010, il y avait plein de littérature avec plein de définitions différentes. Et c'était des définitions arbitraires. Il y en a qui disaient la PAS, il y en a qui disaient la PAM, il y en a qui disaient une valeur absolue de PAS, il y en a qui disaient une valeur absolue de PAM, il y en a qui disaient une baisse de tant de pourcents de la PAS. Bon, voilà. Donc c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et d'ailleurs, cette petite étude très très sympathique de 2007, parue dans Anesthésiologie, avait fait donc, un petit peu le screening de toutes ces définitions, et il y en a plus de 50 définitions différentes. Donc en fait, on ne s'y retrouvait plus, on ne savait pas c'était quoi nos objectifs. Bon, ok, quand le patient il avait 7 de tension en systolique, ben, on savait qu'il était hypotendu, mais c'est tout ce qu'on savait dire. Maintenant, récemment, donc à peu près depuis 2010, on a complètement changé le paradigme, et c'est bien, parce que du coup, on est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'on cherche à définir l'hypotension non pas sur un chiffre arbitraire, mais sur un chiffre qui serait associé avec des complications post-opératoires. C'est important. Et effectivement, si vous avez une hypotension, souvent vous avez une baisse du transport en oxygène, et vous avez une hypoxie tissulaire, et donc des défaillances d'organes. Et donc, que dit la littérature à ce sujet, du coup, depuis 2010? Il y a deux choses importantes qui sont, donc deux références importantes. Déjà, les RFE de l'ASFAR de 2016 sur l'insuffisance rénale aiguë en périopératoire et en réanimation. Elle nous dit quoi? Alors, j'ai sélectionné bien sûr ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il nous dit il faut maintenir un niveau minimal de PAM compris entre 60 et 70 mm de mercure pour prévenir et traiter l'insuffisance rénale aiguë. Bien sûr, donc c'est en réanimation, mais aussi en périopératoire. C'est du grade 1 à corps fort. Donc, il y a deux choses importantes. Déjà, c'est la notion de PAM. Donc déjà, on change du 12 de tension. Et on a des objectifs qui commencent à être mis en avant entre 60 et 70 mm de mercure. Et la deuxième chose importante, c'est qu'il faut probablement considérer que les patients hypertendus requièrent un objectif de PAM supérieur à 70, donc un peu plus élevé. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, 1, le terrain est important, donc les patients qui ont déjà une pression artérielle élevée, il faut s'en occuper un peu plus en termes de réanimation hémodynamique, mais aussi que du coup, il faut avoir des objectifs plus élevés. Donc ça, c'est la première référence qui, à mon sens, était importante. Et la deuxième chose, c'est que de manière très récente, donc ça, c'est un éditorial du BJA de 2018 en octobre, donc c'est vraiment ultra up-to-date. Et en fait, ils présentent une étude qu'ils ont sortie dans ce numéro du BJA. Ils nous disent quoi? Ils nous disent, donc cet éditorial introduit le sujet. Il nous dit, bah, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur l'hypotension, mais grâce à cette référence, on pourra effectivement avancer un peu dans la problématique. Et en fait, cette étude, c'est quoi? C'est une revue de la littérature de 49 études depuis 2003. Et la majorité ont été publiées dans les dernières années, donc c'est vraiment très, très récent, qui évalue l'association entre l'hypotension péropératoire et le devenir en termes de morbimortalité.
Je vous le laisse lire tranquillement chez vous parce que c'est assez complexe en termes de présentation. Grosso modo, ce qu'il faut en tirer, c'est quoi? C'est que l'hypotension est associée à une augmentation de la morbimortalité post-opératoire, que la PAM est le paramètre tensionnel à surveiller à partir de maintenant. Donc ça, c'est un message fort. Dès qu'on passe en dessous de 65 de PAM, les complications post-opératoires peuvent survenir. La durée cumulée de l'hypotension est une variable à prendre en charge également. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil d'avoir 1 minute d'hypotension, 10 minutes ou 1 heure en cumulé. Et en pratique, du coup, on va essayer de mettre en lumière un petit peu toutes les choses théoriques qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Ce qui est important aussi dans cette étude, c'est de se dire, bon, c'est des cohortes rétrospectives, il y a une masse de patients, c'est pas des patients qui allaient mal, c'était pas des patients de CCV, c'était pas des patients de réanimation, c'est des patients tout venant. Des dents de sagesse, des sigmoïdes céliaux, enfin des choses que vous allez faire tous les jours, quoi. Il faudra respecter dans votre esprit le fait que tout ce qu'on essaye de vous transmettre aujourd'hui, en tout cas vous informer sur l'hémodynamique, c'est valable tout le temps. Il faut négliger personne. C'est très important. Alors, comme on aime bien un peu le pragmatique et le pratique, eh ben, on va faire quelques petits cas cliniques. On va faire des trucs un peu rigolos, on pourrait faire à la main levée. Je vous propose à chaque fois 4 ou 5 propositions de réponse pour votre patient. C'est-à-dire que vous avez endormi ce patient-là et vous devez faire quelque chose. Vous avez soit le choix de le remplir, soit de faire un vasoconstricteur, soit l'accélérer, l'atropine, soit de demander au chirurgien d'opérer et d'aller plus vite. Voilà. Soit de rien faire. Appuyer sur le fameux bouton silence et puis on prend ça par le mépris. Donc, j'espère que la dernière phrase, vous n'allez jamais la faire, hein, pitié. Vous avez un patient qui va bien, ASA 1, le 120-75 de PAM, enfin de 120-75 de pression artérielle. Vous l'induisez et vous avez 75-50 de pression artérielle avec une moyenne à 62. C'est ce qui arrive le plus couramment, hein. Ça arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qui pense remplir le patient? On fait ça à main levée, un peu comme ça. Ah, il y a quelques courageux. Hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on ne va pas vous manger. On l'a tous fait. On a tous fait, hein. On écoute les collègues qui disent « Ouais, vas-y, passe à Ringère ». Voilà. Est-ce que certains l'accélèrent, faisant de l'atropine ou des choses comme ça? Non. Certains font des vasoconstricteurs. Ouais, plutôt pas mal. Bon, vous appelez le chirurgien quand même, ça c'est normal. Et est-ce que certaines personnes sont satisfaites de cette situation hémodynamique après l'induction? Ah, il y en a quand même un courageux quand même qui a dit oui, moi je suis content. C'est bien, c'est bien. Bon, on n'est pas content, on n'a pas nos fameux 65 de PAM, donc il faut faire quelque chose. C'est du courant, et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez une diastolique qui est basse, vous avez une fréquence et un bis. Pour ceux qui n'ont pas encore fait d'anesthésie, le bis, c'est le truc qui est en bas à droite, qui correspond à votre profondeur d'anesthésie. Alors là, on parle beaucoup d'hémodynamique, mais on est en situation d'anesthésie. Le moniteur bis peut faire partie, alors je ne dis pas qu'il faut le mettre tout le temps, mais fait partie en fait du monitorage du patient et qui peut avoir un impact sur l'hémodynamique. Et vous avez une pression pulsée qui est relativement basse. Donc, bravo à ceux qui ont fait le vasoconstricteur. Après, vous en avez 3, vous choisissez celui que vous voulez. On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, ça peut être sujet d'un autre congrès et d'autres interventions une prochaine fois. Miracle, on fait 9 d'éphédrine, on a corrigé les choses, c'est impeccable. On va faire une autre situation. Vous avez votre pression artérielle 85-41. Fréquence cardiaque assez sympathique, un bis à 25, même topo. Est-ce que vous pensez remplir le patient? Bravo. Ah, il y a un ou deux courageux quand même là-bas aussi. Vasoconstricteur? Pas mal. Est-ce qu'on peut se permettre d'alléger l'anesthésie? Ouais. Bon, l'accélérer, non, le chirurgien toujours le même topo. J'aime bien les chirurgiens quand même, hein, rassurez-vous. On vit avec tous les jours. Donc là, effectivement, le bis est relativement bas. Il n'est pas dans les ranges recommandés pour faire de l'anesthésie. Il faut
certainement alléger l'anesthésie. Si c'est pas assez rapide, les personnes ayant répondu vasoconstricteur avaient tout à fait raison. Autre situation. Femme enceinte, ASA 1, une GU rompue avec un petit hémopéritoine, genre 300 ml. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? La remplir, effectivement. Je vous conseillerais même de ne pas tout de suite l'endormir, de la remplir d'abord et de l'endormir après. Et après, ça, c'est une question de degré d'urgence. Effectivement, vous avez le bon réflexe. Un élément qui est intéressant à voir, quand même, c'est dans ces situations, on a effectivement la tachycardie, qui saute aux yeux, avec ses 132 de fréquence, on est d'accord, mais c'est aussi extrêmement intéressant de voir la pression pulsée, qui est très diminuée. Vous avez une pression artérielle qui est pincée, qui est vraiment le reflet d'un volume d'éjection systolique qui doit être infinitésimal. C'est une patiente grave, il faut vraiment se dépêcher, la prendre en charge rapidement. Et le petit dernier, c'est spécial pour le docteur Gonzalez. C'est un de ses marottes, c'est un de ses plaisirs. C'est un petit peu, c'est le niveau 2, c'est le boss du donjon. Alors, donc c'est toujours donc du coup le même patient en départ, donc on l'induit et on a ce profil-là avec donc du coup une PAM donc la PAM, vous êtes tous d'accord qu'elle est basse, avec donc une pression pulsée qui est assez pincée quand même, et surtout une grosse bradycardie à 39. Donc le patient, on va dire qu'il était à 70-75 avant l'induction. Vous voyez qu'effectivement la profondeur d'anesthésie elle est comme il faut, on est entre 40 et 62 bis, qui sont les objectifs. Et c'est vrai que d'après ce qu'on vient de dire, on a envie de dire la diastolique est basse. Ça veut dire que le tonus vasomoteur est plutôt raplapla en artériel, donc on a envie de vasoconstricter ce patient. Et c'est vrai que c'est une des possibilités. Mais en fait, alors vous allez dire, oui, si on fait un petit peu d'éphédrine, on va à la fois vasoconstricter le patient, on va faire monter sa pression artérielle diastolique, on va probablement normaliser sa tension, sa pression artérielle, et du coup, comme l'éphédrine est un petit peu tachycardisant, et du coup, on va peut-être passer à 50 de fréquence cardiaque et on sera content. Ça, on va vous faire 50 fois, cette démarche cognitive. Exactement. Et c'est pour ça qu'on vous le montre, c'est que c'est assez caricatural. La bradycardie, déjà, c'est un des déterminants du débit cardiaque. Donc vous savez que le débit cardiaque qu'on n'a pas ici, c'est fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique. Si vous avez une fréquence cardiaque qui diminue par 2, votre débit cardiaque diminue par 2. Et c'est lui qui transporte l'oxygène aux cellules. Donc là, effectivement, c'est un autre topo, encore une fois, donc on peut en parler pendant 2 jours. Mais du coup, hormis effectivement cette baisse du débit cardiaque, il va y avoir en plus la relation entre la fréquence cardiaque et la pression artérielle, parce qu'il y en a une. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un patient qui, par exemple, est à 70 de fréquence cardiaque, il va, par exemple, avoir 62 PAD. Voilà. Sauf que, en fait, vous êtes tous d'accord que quand on est en arrêt cardiaque, la pression ça devient nulle. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de battement cardiaque, la pression artérielle tend vers 0. Et quelle est la pression artérielle de repos entre 2 battements? C'est la pression artérielle diastolique. Donc forcément, plus vous attendez entre 2 battements, plus la pression artérielle va descendre. Okay? Donc, et à l'inverse, lorsque vous allez accélérer le patient, le battement suivant va arriver plus tôt, et donc la pression artérielle diastolique aura moins le temps de baisser. Et donc, vous allez artificiellement, mais c'est une vraie pression artérielle diastolique qui est plus élevée, elle va monter du fait de l'accélération de la fréquence cardiaque. Donc on va passer par exemple de 60 à 70 de millimètres de mercure. Et à l'inverse, lorsque le patient est bradycarde, vous allez allonger le temps entre 2 battements cardiaques, la pression artérielle diastolique va avoir le temps de bien descendre, et donc du coup elle va être plus basse. Donc par exemple à des seuils de 45, voire plus bas, avec potentiellement effectivement une ischémie myocardique potentielle, si vous avez une diastolique qui est basse, parce que vous savez que la perfusion coronaire se fait en diastole, en tout cas à gauche. Et donc du coup, c'est important de prendre ça en compte dans votre réanimation. Et donc si on reprend l'exemple d'avant, c'est un exemple vécu. On a fait 0,5 d'atropine, on peut discuter sur la dose, mais on s'en fout un peu. Et ben, vous allez voir que tout va mieux. Pourquoi? Parce que le patient qui avait 79,43 à 59, avant l'injection de l'accélérateur, va retrouver une pression artérielle convenable, notamment sur la PAM. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, comme vous avez juste fait en sorte d'augmenter la pression artérielle diastolique, grosso modo, le cœur, il éjecte toujours la même chose. Donc, la pression pulsée que vous aviez avant de mettre l'atropine va être la même que celle que vous aurez après avoir mis l'atropine. C'est juste que vous allez déplacer le profil de pression artérielle de là à là. Et c'est ce que vous avez. Donc, en fait, vous avez une accélération de la fréquence cardiaque qui a corrigé l'hypotension,
par amélioration de la pression artérielle diastolique, comme on a vu, puisque c'est la diastolique qui va dépendre de la fréquence cardiaque, sans impact sur l'éjection cardiaque. Donc vous voyez, ce qui est génial, c'est que ce scope, vous l'avez tous en face de vous tous les jours. Et il y a plus d'une information intéressante, il y en a plein. Et si vous faites ça tout le temps, sur tous les patients, sur toutes les situations, et ben en fait, c'est chouette, déjà, et vous allez être beaucoup plus efficace. Donc, en résumé, s'il y a quelques messages à vous donner pour que vous les emportiez à la maison, la première chose, c'est que donc, du coup, on revient sur le fait que c'est la PAM qui est le paramètre principal à surveiller sur le plan hémodynamique, que du coup, il faut essayer de maintenir une PAM supérieure à 65 mm de mercure, et probablement un peu plus chez le patient hypertendu de base. D'accord ? Il faut minimiser au maximum la durée des épisodes hypotensifs. Par exemple, dans l'exemple où vous aviez un patient qui était vasoplégique avec un bis dans les chaussettes, donc qui était surdosé en anesthésique, effectivement, vous allez alléger votre anesthésie et le patient va retrouver une pression artérielle normale. Sauf que ça va peut-être mettre 3-4 minutes. 3-4 minutes, c'est déjà beaucoup, notamment sur un patient fragile. Donc n'hésitez pas d'abord à corriger la vasoplégie et ensuite de laisser le temps au patient de cuver son excès d'hypnotique. Donc c'est important. Et donc du coup, pourquoi ? Parce que l'hypotension, c'est dangereux, comme on l'a dit, en termes de complications post-opératoires. Tiens. Alors, il faut prévenir l'hypotension. Il ne faut pas attendre dans des situations, je ne dis pas catastrophiques, mais comme on a vu dans les petits exemples, pour pouvoir réagir. Il faut, quand vous faites des anesthésies, essayer de titrer vos hypnotiques. Il faut trouver le moyen de faire des choses propres. Il est plus tolérable en 2018 de faire une induction, de mettre la PNI par 5 minutes, de voir après 5 minutes d'induction, oh, il est hypotendu, on va attendre un peu, on va peut-être faire quelque chose. Non, il faut être réactif. C'est vraiment un grand message. Il faut être réactif, c'est des choses importantes. Comme je vous ai dit, le monitorage de la profondeur d'anesthésie fait partie intégrante du monitorage hémodynamique. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'il faut mettre des bis à tout le monde, hein, quand vous allez faire des dents, des colos et tout ça, faut pas déconner, quoi. Mais quand vous commencez à avoir des chirurgies un petit peu longues, des patients un petit peu fragiles, ça fait partie du package. Il faut mesurer fréquemment la pression artérielle. Il n'est pas licite de se dire ouais, ça va, on est en vitesse de croisière, on est en Célio, on s'ennuie un peu, ça fait 2 heures qu'on attend, on en a encore pour 3. Bon, la PNI, je la passe par quart d'heure parce que c'est bien suffisant. C'est du vécu déjà vu. 15 heures. Non, 15 minutes, pardon, pas 15 heures. Pendant 15 minutes, parce que ça se passe bien et voilà. Non, on va louper des épisodes hypotensifs qui sont délétères pour les organes du patient. Et il faut la traiter rapidement. Alors vous avez vu dans les petits exemples qu'on vous a donnés, le plus souvent, il faut vasoconstricter le patient. Vous avez le choix, le débat est ouvert de ce qu'il faut utiliser. Parfois, il faut accélérer le patient. Il ne faut vraiment pas oublier qu'il n'y a pas que les vasoconstricteurs dans la vie, il y a aussi tout ce qui peut accélérer la fréquence cardiaque de notre patient. Le remplissage, chose qu'on voit encore quand vous verrez dans différents services, en périph, dans certains endroits, se dire ouais, on va passer un ringer avant l'induction, parce que comme ça il sera moins hypotendu. C'est d'une efficacité quasiment nulle, voire totalement nulle, qui peuvent avoir des effets délétères secondaires. Donc quasiment oublié. Il faut vraiment réserver ces phases de remplissage aux patients qui sont manifestement hypovolimiques et dans une situation caricaturale type GEU rompu. Là, c'est de l'obligatoire, voire du vital. Et toujours se demander si notre anesthésie, que ce soit au moment de l'induction ou en péropératoire, n'est pas trop profonde et savoir alléger l'anesthésie des patients, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité au niveau des produits d'anesthésie, que ce soit en termes d'âge, de terrain, de niveau de stress, tout ça rendre en compte. Et quand on commence à être un petit peu en difficulté, il faut savoir monitorer tout ça. Nous avons été très heureux de vous parler de tout ça. Hein. S'il y a certains et certaines qui sont open pour venir à Lille, c'est une ville très sympathique. Et puis on a plein de choses à vous apprendre. Et puis on espère pouvoir reparler de tout ça à d'autres congrès et vous avoir un peu sensibilisé à la cause de l'hémodynamique péropératoire. Merci beaucoup. J'imagine que vous avez quand même quelques questions à nous poser, enfin j'ose espérer. N'hésitez pas. Il y a une question là-bas, à gauche, on voit la catchbox. Ah, envoie. Vas-y.
Parfait. Soyez pas timide, hein. Et du coup, comment ça... Ah, très bien. Moi, je voulais juste vous demander, concernant la pression artérielle non invasive, on a toujours l'impression que c'est des chiffres très exacts. Est-ce que c'est vraiment aussi exact que ce qu'on peut... Alors là tu me fais plaisir. Vraiment, c'est la question pour moi. C'est aussi une de mes marottes, les biais dans les mesures d'anesthésie. Juste sur une simple mesure de la PNI, je ne sais pas si vous savez, mais voilà, j'espère vous l'apprendre. La seule chose que vous mesurez réellement par oscillométrie, c'est la PAM. Alors la systolique, elle est à peu près cadrée vers tous les appareils. Ils ont tous à peu près le même pourcentage. Par contre, il faut juste savoir que, par exemple, sur la diastolique, ça dépend des constructeurs. Il y en a certains qui prennent 13%, d'autres 15%, d'autres 20%. Vous avez vu quand même que c'est un déterminant assez important de notre prise en charge de la diastolique, donc c'est compliqué. Et ça, c'est dans l'unique condition où le brassard est bien mis. Il y a 6 points importants et 6 critères importants concernant la pose d'un simple brassard de PNI. Ça devient il faut que ce soit bien centré, 2 doigts au-dessus de l'artère humérale, du pli du coude, dans l'alignement de l'artère humérale, etc., etc. Vous allez voir, dans la vie de tous les jours, des gens qui font 154 kg et qui ont un brassard genre pédiatrique au niveau de l'avant-bras, ou inversement, la petite dame qui en fait 40 et qui a 3 tours de brassard de PNI obèse. Il faut essayer de se mettre dans des bonnes conditions de mesure pour pouvoir se dire que peut-être nos chiffres sont valables. Donc il faut vraiment aussi vous intéresser à ça, mettre correctement votre monitorage en place et surtout connaître ses limites. Parce que là, on parle de PNI avec un simple brassard. Il y a d'autres façons de mesurer la pression artérielle, que ce soit de façon invasive ou non invasive, qui ont toutes aussi des biais. Il faut aussi rester critique par rapport à votre monitorage, rester critique par rapport à vos prises en charge et toujours, se dire que dans les appareils assez évolués, il y a toujours un petit effet boîte noire. On ne sait pas trop comment ça fonctionne et tout ça. Il faut vraiment essayer de prendre en charge le patient dans sa globalité pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et encore, quand on fait ça, on n'est même pas proche de sa physiologie. Donc on essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Il faut savoir upgrader notre prise en charge quand ça commence à être compliqué, mais toujours prendre en compte des biais de mesure de nos appareils. C'est vraiment quelque chose de capital. Et du coup, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais, c'est du coup, plus on a une mesure qui est potentiellement peu fiable, du coup, j'ai envie de dire, plus c'est important d'avoir un faisceau d'arguments pour traiter vos patients. Donc du coup, si déjà vous ne raisonnez que sur la PAS et que vous avez une PAS qui est peu fiable, puisque du coup, comme tu l'as dit, elle n'est pas mesurée directement par le PNI, bah, du coup, vous avez encore plus de chances de vous tromper que si vous intégrez effectivement tous les paramètres qu'on vous a dit aujourd'hui, la diastolique, la PAM, la fréquence cardiaque et la pression pulsée. Et donc, du coup, plus vous allez avoir cette gymnastique-là, et ben, plus vous allez vous affranchir un petit peu, moins vous allez naviguer dans le brouillard, et plus vous allez avoir de chances de bien traiter votre patient et de savoir ce qu'il a, en fait, pour bien le traiter. Est-ce que la réponse te satisfait? Très bien. Merci. Merci. D'autres questions, oui. Une petite question là-bas Ouf. Il a lancé, il va être chaud là. Ça va être loin, hein. Sur la caméra. Tu as le droit à 3 passes. Hein. Et où? Ici. Oh. Parfait. Allez, vas-y. Parle de l'en direct. Ok. Ma question que j'ai, c'est parfois je fais face au bloc en ORL notamment, où ils maintenaient une hypotension pour faire la chirurgie, pour éviter que ça saigne trop, etc. Et une autre petite question aussi. Oh mon cœur. L'autre question que j'ai aussi, une petite question, c'est parfois on a les IAD qui disent on va attendre que le chirurgien incise pour que la tension augmente. Merci. Bon, ça se passe de commentaires. Enfin, j'espère qu'avec ce qu'on vous a dit, vous êtes rendu compte que on a été un peu relou en disant ouais, il faut 65 de PAM tout le temps. Imaginons que vous allez être endormi par un collègue. Imaginons que vous ayez, on va parler des reins, dans votre vie, vous naissez avec des néphrons. Vous avez votre pool de néphrons pour toute votre vie. Et que quand vous faites des actions diverses et variées, ce pool de néphrons diminue. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, on tend vers l'insuffisance rénale.
à chaque fois qu'on fait de l'anesthésie et qu'on est hypotendu, eh ben, on met en situation critique nos néphrons et on en tue. À partir de ce moment-là, il n'est plus licite pour nos patients de se dire « ouais, c'est bon, il est hypotendu, ça ira ». Ouais, ça ira aux sorties de salle de réveil, ça ira à J1, J2 pour les patients fragiles. Après, ça va être délétère. Mais il faut voir carrément même plus loin en se disant « ouais, on induit une perte de chance en prenant mal en charge nos patients ». Ce que tu disais, c'est pour la première partie. Et sur la deuxième partie, sur l'hypotension contrôlée, bon, voilà. La seule chose, à ma connaissance, alors je parle sous couvert, hein, en 2018 encore, où est-ce qu'il est légitime de faire de l'hypotension, c'est le polytro. Avec des objectifs particuliers de systolique et de PAM, sur le polytro qui n'a pas encore été opéré pour éviter qu'il saigne et qu'il meure avant d'arriver au bloc. À ma connaissance, c'est le seul endroit où c'est encore licite. Mais c'est vrai que ça faisait partie des paradigmes effectivement de la prise en charge médico-chirurgicale de certains patients, effectivement l'hypotension contrôlée. Moi je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à effectivement l'IAD qui te disait le patient il va augmenter, donc il va s'auto-traiter son hypotension lors de l'incision. Déjà, tu ne sais pas si ça va arriver, parce que si tu as effectivement bien géré le rapport analgésie-hypnose, il est très probable que le patient ne réagisse pas au moment de l'incision déjà, sur le plan hémodynamique déjà. Donc déjà c'est un autre débat après sur comment tu vas faire en sorte que ton patient soit bien endormi, bien analgésié au moment de l'induction. Mais en tout cas à mon sens, effectivement, moi j'ai quasiment jamais de patients qui augmentent leur pression artérielle au moment de l'incision. Mais c'est un autre débat. Mais je dis pas que c'est mieux. Je dis que personnellement, c'est pas quelque chose sur lequel je me base parce que ça ne m'arrive pas. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, tu attends déjà. Et en fait, tu es antiphysiologique. Parce qu'en fait, si tu pars de la physiologie, ton AG a provoqué la vasoplégie. Pourquoi tolérer une vasoplégie qui est iatrogène ? Alors, en effet, elle ne va pas durer toute la durée de l'intervention. C'est pour ça qu'on a un peu focalisé sur l'induction, parce que c'est le moment où il y a le plus de variations hémodynamiques. Mais après, ça peut être en pérope aussi. Cette vasoplégie, il faut la corriger. Et il ne faut pas attendre que ça soit une stimulation qui va peut-être augmenter ton tonus sympathique parce que le patient va avoir mal, ou alors parce qu'il n'est pas assez endormi et donc du coup il va se réveiller. Et que peut-être ça va être suffisant pour réentraîner une vasoconstriction veineuse qui va faire en sorte que du coup il va y avoir un peu plus de retour veineux sur ton cœur droit, que peut-être après ça va réaugmenter ta pression poussée, et que peut-être ça va du coup rétablir ta PAS que tu cherches désespérément à équilibrer. Donc il y a beaucoup de peut-être en fait. Et déjà, tu n'es pas sûr d'y arriver, et 2, peut-être que tu vas y arriver au bout de 5 minutes ou 7 minutes. Sur un patient fragile, il y a des études, effectivement au bout de 1-2 minutes, tu as déjà une insuffisance rénale et un dommage myocardique biologique. Donc voilà, donc c'est un peu le message, ne pas la tolérer et la traiter tout de suite. Il faut être rapide. C'est ça le gros message, il faut être rapide. Une dernière question. Il y a 2. Ouais. Hop, vas-y. Moi, je voulais savoir, est-ce que les complications de la pose d'un cathé artériel vs les complications d'une hypotension qui passerait inaperçue à cause du brassard qui n'est pas très bien, ou à cause de la fréquence de prise de tension du brassard qui est trop longue, est-ce que ça pourrait être intéressant ou pas de poser des artères à beaucoup plus de patients? Alors, juste, est-ce que je peux me permettre de reformuler ta question? Est-ce que ta question est, grosso modo, invasif versus non invasif, ou alors ta question c'est continu versus discontinu? Parce que du coup, maintenant, il y a des appareils qui permettent d'avoir une pression artérielle continue non invasive. Et donc, du coup, ça te permet de t'affranchir, alors avec d'autres biais, voilà, on pourrait en parler également. C'est plus continu versus discontinu. Continu versus discontinu. Donc, la question c'est est-ce que c'est mieux d'avoir une pression artérielle continue versus discontinu chez tous les patients, chez certains? Oui, est-ce qu'il ne faudrait pas surveiller tous les patients de manière continue? Est-ce que tu as des sous? Non mais si on parle sous une PNI, ça coûte rien, enfin ça coûte à l'achat. Si vous voulez monitorer en continu, on est dans une phase où on a quand même besoin, on voudrait traiter tout le monde de façon optimale. Malheureusement, mais on n'a pas les sous pour tout le monde. Si on parle de moniteurs non invasifs de pression artérielle, il y en a quelques-uns, il y a le Cheetah, il y a le ClearSight de chez Edwards, enfin voilà, il y a des trucs. Ça coûte cher. Ça coûte, rien que la manchette à usage unique, coûte 150 € pièce. Est-ce que tu irais dépenser pour nous tous, qui payons la Sécu, 150 € pour un patient ASA 1? Je ne dis pas qu'il faut moins bien le traiter, mais il faut réussir à strater
ton niveau de surveillance. Alors ça aussi, on pourrait faire un autre topo là-dessus, sur quand est-ce qu'on met quoi comme monitorage et à qui. Et là aussi, c'est un petit peu long. Là, on est au level 3 du topo qu'on pourrait vous faire. Mais c'est une bonne question. Et malheureusement, sur les patients tout venant, j'ai pas de réponse à te donner. Sur les patients qui commencent à être graves, que ce soit au niveau on va dire intermédiaire, que ce soit au niveau chirurgie ou patient, ouais, pourquoi pas mettre d'une invasive continue, ouais, ce serait élégant. Le débat est ouvert. Mais c'est une grande question, c'est toujours le côté ciblé ou général. Donc du coup, pour répondre, c'est rapport bénéfice-risque, rapport bénéfice-coût chez un patient donné. Et complications potentielles si jamais qui sont quand les complications de l'abord artériel, elles existent, mais quand tu as bien pesé ton rapport bénéfice-risque, a priori, c'est que tu as réfléchi et que tu as bien pesé dans le dossier. Et donc, si on a une, c'est que tu avais des bonnes raisons de le mettre, donc il faut le faire. Une dernière question, du coup, question courte, réponse courte. Devant là-bas. Ma question, c'est chez réponse courte, c'est dur. Hein. Pour nous. Vas-y. Chez l'hypertendu, est-ce qu'on peut se fier à un pourcentage de variation par rapport à la pression artérielle de la consultation d'anesthésie, ou est-ce qu'on vise une PAM, comme vous avez dit, supérieure à 70 ? Bonne question. Très bonne question. Alors, donc, du coup, il y a plusieurs questions dans la question. Donc, est-ce qu'il faut raisonner en termes de variation de pression artérielle, 1, et 2, quelle est la cible de base que tu vas prendre pour évaluer à partir de laquelle tu vas dire que le patient va descendre ou pas. C'est ça? Est-ce qu'on la prend au moment du bloc? Est-ce qu'on la prend la veille, etc. Bon, je pense que c'est assez complexe comme question. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que le patient est au repos la veille en consultation ou en visite pré-anesthésique? Le patient va être stressé en arrivant au bloc. On aura arrêté ses IEC, donc il sera hypertendu en arrivant. Ça va être assez compliqué. Je pense que, en tout cas, dans la plupart des études, effectivement, la pression artérielle de base se fait, en tout cas dans une bonne partie, elle se fait à l'arrivée du patient au bloc. Après, tu peux essayer de moyenner entre l'entrée et l'induction pour essayer d'avoir un truc un peu plus lissé. Mais de toute façon, comme on l'a vu, effectivement, c'est plus trop la variation qui compte. Et d'ailleurs, dans une des études qui était répertoriée dans la revue du BJA, il y avait l'étude de Salmasi de 2017 dans Anesthésio, qu'on avait présentée l'année dernière, parce que voilà. Et en fait, eux, c'était une cohorte rétrospective sur 50 000 patients aux États-Unis, et ils avaient montré qu'effectivement, à partir du moment où tu prenais un seuil de PAM à 65, que le patient il ait une PAM à 70 de base ou 110 de base, c'était NS en termes de complications post-opératoires. Donc c'est vraiment le chiffre absolu, en fait. Et pour une fois, ça peut être caractérisé de manière assez simple, donc c'est vraiment PAM inférieur à 65 qu'il faut. Et donc du coup, chez l'hypertendu, petite 70 ou 75 en fonction. Tout ce qu'on vous dit là, c'est de octobre 2018. Après, je ne dis pas si on refait le topo l'année prochaine, il y aura peut-être un truc qui dira, bah ouais, pour l'hypertendu, il faut faire une variation de PAM. On essaie de se faire l'écho de ce qui a été écrit et de notre expérience pour essayer de vous informer un petit peu. Merci beaucoup, Benjamin Max. Merci à vous.